Salut tout le monde, aujourd'hui on poursuit notre cours de remise à niveau avec cette fois-ci les suites, les raisonnements par récurrence qui vont arriver. Donc c'est une partie qui est costaud, là on commence à monter en niveau. Donc je vous invite à suivre cette vidéo pour vous préparer au mieux à cette nouvelle année de classe préparatoire. Donc allons-y, c'est parti. Donc on va définir une suite. Qu'est-ce qu'une suite? Une suite sous-entendue numérique, c'est une liste ordonnée de nombres réels, tel qu'à tout entier n dans grand N, et on associe un nombre réel noté un. Donc on va opposer les suites et les fonctions. Une suite c'est quoi? C'est une fonction qui est définie sur une unité, sur une infinité de valeurs discrètes. Donc en fait une suite est une fonction, mais les fonctions généralement ça va être défini sur des ensembles qui sont continus, qui n'ont pas de trous. La suite en fait elle a plein de trous, puisque eh bien, vous allez avoir des valeurs pour tout n dans grand N. Donc vous allez avoir une valeur pour 1, une valeur pour n égale 1, une valeur pour n égale 2, etc. Donc voilà. Qu'est-ce qu'une suite croissante, décroissante, etc. Une suite elle est croissante si pour tout n dans n, un plus 1 est supérieur ou égal à un, décroissante si l'inégalité est renversée, monotone si elle est croissante ou décroissante, et constante si pour tout n dans n, un plus 1 égale un. Donc il existe des suites qui soient à la fois non croissantes et non décroissantes. Prenez moins 1 puissance n, et bien moins 1 puissance n elle va osciller entre moins 1 et 1, donc elle est ni croissante ni décroissante, puisque vous allez passer de moins 1 à 1, là vous êtes croissant, mais vous repassez à moins 1 ensuite, donc vous êtes décroissant ensuite, et ainsi de suite. Donc vous n'êtes pas tout le temps croissant ni tout le temps décroissant. Maintenant, quelles sont les méthodes pour prouver le sens de variation d'une suite? Pour montrer qu'une suite elle est croissante ou décroissante, qu'est-ce qu'on peut montrer? Classiquement, on montre que un plus 1 moins un pour tout n dans grand N, ça va être supérieur ou égal à 0. Donc je traite que le cas croissant. Décroissant, vous faites tout, mais avec l'inégalité dans l'autre sens. Par contre, il y a une autre méthode qui est pas mal si un est positive, strictement, c'est que vous allez montrer que le quotient il est supérieur ou égal à 1. Donc ça c'est pas mal, surtout si un elle est écrite en fonction de produits, puisque quand vous allez faire le quotient, les produits vont simplifier. Si la suite un est définie explicitement, c'est-à-dire qu'on peut écrire un égale f de n avec f une certaine fonction, il vous suffit de montrer que f est croissante ou décroissante sur R+. Ou alors vous pouvez également utiliser un raisonnement par récurrence si c'est le plus simple dans le cas de l'exercice. Donc maintenant on va voir des exemples de suites particulières. La suite arithmétique, vous connaissez, donc une suite elle est arithmétique s'il existe un réel R tel que pour tout n dans grand N, un plus 1 égale un plus R. R c'est ce qu'on appelle la raison. Donc on a quelques propriétés. Si j'ai un plus 1 égale un plus R, ce qu'on appelle une définition par récurrence, puisque vous allez avoir un plus 1 en fonction du n, vous allez avoir le terme d'après en fonction du précédent, eh bien vous pouvez aussi obtenir une expression explicite pour tout n dans n, un égale u0 plus nr. Et vous allez avoir une expression pour la somme des premiers termes de un, qu'on peut écrire la somme pour n allant de 0 jusqu'à grand N des un. Et bien ça va vérifier S de grand N égale n plus 1 u0 plus grand N fois n plus 1 sur 2 petit r. Donc la première expression, on peut la démontrer très facilement par récurrence. En fait, U1 ça va être U0 plus R, U2 ça va être U1 plus R, U1 or c'est U0 plus R, et donc vous allez avoir U0 plus 2R et ainsi de suite. Pour l'expression de la somme, la somme des U0 plus NR, ça va être du coup N plus 1 fois U0, puisque la somme en fait elle dépend pas de N là. Donc vous allez avoir N plus 1 U0 plus R fois la somme pour N allant de 0 jusqu'à grand N de N. Et vous pouvez montrer par récurrence, par exemple, la somme pour N allant de 0 jusqu'à grand N, ça va être grand N fois grand N plus 1 sur 2. Voilà, et donc vous allez avoir cette expression là. Maintenant, on refait la même chose mais avec les suites géométriques. Donc une suite géométrique, arithmétique, vous sommez, plus R. Et là, géométrique, vous allez multiplier par Q. Q, c'est la raison. Donc voilà. De la même manière que ici, vous avez une expression par récurrence. Là, vous allez avoir une expression explicite. Et de la même manière, vous pouvez sommer les premiers termes et vous avez une certaine formule. Donc attention, la formule, elle est valable que si Q est strictement différent de 1. Pourquoi? Parce que là, vous divisez par 1 moins Q, et si Q égale 1, vous divisez par 0. Donc vous faites n'importe quoi. Mais si Q égale 1, c'est très simple, en fait, vous avez un plus 1 égale un, donc en fait, vous allez avoir une suite constante, et donc vous allez sommer n plus une fois le terme u0.
Donc la première expression ici, ça se montre par récurrence. Pour l'expression de la somme, qu'est-ce que je fais? J'obtiens en fait Sn égale U0 fois la somme des Q puissance n. Maintenant, je vais noter Tn cette somme-là. 1 moins QTN, c'est quoi? Ça va être 1 moins Q fois la somme du coup des Q puissance n. Donc ça va être la somme des Q puissance n moins la somme des Q puissance n plus 1. Et en fait, je vais avoir ce qu'on appelle une suite télescopique, c'est-à-dire que les termes vont se compenser 1 à 1, sauf ici le terme pour petit n égale 0, et ici le terme pour petit n égale grand N. Donc je vais avoir 1 moins Q à la puissance grand N plus 1. Si Q est différent de 1, je divise par 1 moins Q, et donc j'ai Tn égale 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q, et c'est bon. Et si Q égale 1, c'est ce que j'ai dit, je sonne n plus une fois 1. Donc c'est bon. Donc c'est égal à n plus 1, cette somme-là. Maintenant, on va voir la récurrence. Donc nous, ce qu'on connaît au lycée, c'est la récurrence simple. Donc si la propriété, elle est vraie au rang n0, et si on suppose que pour tout n supérieur ou égal à n0, Pn est vrai, et que Pn plus 1 est vrai, alors la propriété Pn est vraie pour tout n supérieur ou égal à n0. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle la récurrence double. Donc il faut montrer qu'elle est vraie au rang n0 et n0 plus 1, et il faut supposer que si pour n supérieur ou égal à n0, Pn et Pn plus 1 est vrai, et si on montre que Pn plus 2 est vrai, eh bien j'ai obtenu par récurrence que Pn est vrai pour tout n supérieur ou égal à n0. Maintenant, récurrence forte, ça va être une récurrence double, triple, enfin quadruple, etc. Ça consiste à supposer que c'est vrai pour tout n. Pour tout n supérieur à n0, j'ai tous les termes d'avant en fait. Enfin, tous les Pn d'avant. Donc, plus précisément, je dois montrer qu'elle est vraie au rang n0, et je peux supposer que j'ai Pn0, Pn0 plus 1, etc. jusqu'à Pn, et il faut que je montre que Pn plus 1, donc là j'ai mis Pn plus 2, c'est Pn plus 1 est vrai. Si j'ai réussi à montrer ça, j'ai montré par récurrence forte que la propriété Pn, elle est vraie pour tout n supérieur ou égal à n0. Alors on va définir ce qu'est une limite. Donc il y a plusieurs cas, il y a les cas de limite infinie et les cas de limite finie. Donc, qu'est-ce qu'une limite infinie pour une suite? Donc, on dit que un elle admet pour limite plus infinie, c'est seulement si pour tout réel a, la suite un elle dépasse a à partir d'un certain rang n0. Donc, ça veut dire peu importe la valeur que je mets, la suite un à partir d'un certain rang, elle va dépasser cette valeur-là. Donc, avec les quantificateurs universels, pour tout a dans R, il existe un certain rang n0, tel qu'à partir de ce rang, un dépasse a. Dans ce cas, je note la limite de un égale plus infini, et on dit qu'un admet pour limite moins l'infini si la limite de moins un égale plus infini, et je note la limite de un égale moins infini. Maintenant, limite finie d'une suite, on dit qu'une suite un, elle admet pour limite un réel L si et seulement si pour tout réel strictement positif epsilon, attention, tout réel strictement positif epsilon, la suite un approche L à une distance plus ou moins epsilon à partir d'un certain rang n0. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Pour tout epsilon dans R plus étoile, il existe un certain rang, tel qu'à partir de ce rang, un moins L en valeur absolue soit inférieur ou égal à epsilon. Donc ça veut dire que un soit une distance plus ou moins epsilon. Donc on peut reformuler cette condition avec la valeur absolue. Un moins L inférieur ou égal à epsilon, ça équivaut à L moins epsilon inférieur ou égal à un inférieur ou égal à L plus epsilon. Donc on aurait pu... c'est pas, la remarque porte pas le bon nom, mais c'est en fait ce terme-là, l'inégalité large en fait. Ici, donc inégalité large, ça veut dire inférieur ou égal, et inégalité stricte, c'est inférieur strictement. Donc en fait, ce terme inférieur ou égal, on aurait pu le remplacer par inférieur strict, c'est ce que je vais montrer. Donc si je me donne epsilon de R plus étoile et que j'ai cette définition-là, donc inégalité large, eh bien, il existe n0 appartenant à n, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, j'ai un moins L soit inférieur ou égal à epsilon sur 2. Or, epsilon sur 2 est strictement plus petit que epsilon. Donc, en fait, j'ai bien une inégalité stricte. Okay. Donc voilà, ça c'était une simple remarque, on en aura besoin plus tard, surtout pendant les démonstrations par l'absurde. Maintenant, on va voir quelque chose, minoration par une suite tendant vers l'infini. Je vais me donner un et Vn de suite, et je suppose qu'à partir d'un certain rang, un est inférieur ou égal à Vn. Si un tend vers plus infini, Vn tend vers plus infini. Et si Vn tend vers moins l'infini, un tend vers moins l'infini.
Donc on suppose que un tend vers plus infini et je vais me donner a dans grand R. Ben, il va exister un certain rang n0 tel que si je dépasse ce rang, un va être supérieur ou égal à a. Donc ça c'est la définition même de tendre vers plus infini. Or, à partir d'un certain rang n1, ben, Vn va être supérieur ou égal à un. C'est ce que j'ai supposé ici. Vn est plus grand que un, donc il va exister un rang grand N, donc en l'occurrence le max de n0 et n1, tel que, eh bien, pour tout n supérieur ou égal à n, Vn soit plus grand que a. Et donc, bon, bah, pour le deuxième point, c'est simple. Un inférieur ou égal à Vn, ça équivaut à moins un supérieur ou égal à moins Vn, et appliquer la première proposition. Petite publicité, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, je vise un maximum d'abonnements pour l'année à venir, mais malheureusement il y a très peu de personnes qui sont abonnées et qui regardent mes vidéos, donc n'hésitez pas à le faire, ça vous coûte rien et moi ça me fait très plaisir, je compte sur vous. Allez, suite du cours. Donc poursuivons, maintenant on va montrer le théorème de la limite monotone. Si je me donne un une suite et que donc j'ai si un une suite qui est croissante et non majorée, et eh bien j'ai un qui va tendre vers plus l'infini. Et si un est décroissante et non minorée, et eh bien un va tendre vers moins l'infini. Donc on va montrer ça. Le fait qu'une suite soit majorée, comment ça se définit? Ça veut dire qu'il existe un certain m, tel que pour tout n dans grand N, Vn soit inférieur ou égal à Vn. Vn soit inférieur ou égal à m. Donc la négation de cette propriété, c'est-à-dire le fait que un n'est pas majoré, comment ça va s'écrire? Ça va s'écrire pour tout m dans R, il va exister un certain n dans grand N, tel que un va être plus grand que m. Donc, bon bah, fixons un certain m dans grand R. Je vais noter grand N cet entier-là, tel que u grand N va dépasser m. Comme un elle est croissante, bah, pour tout n supérieur ou égal à n, un va être plus grand que u grand N. Donc on obtient un plus grand que u grand N, qui est lui-même plus grand que grand M. Et donc ça va donner la propriété voulue. Et donc, ça veut dire que pour tout m dans grand R, il existe un certain grand N, tel que pour tout n supérieur ou égal à grand N, et bien un est supérieur ou égal à m. Ce qui est exactement la limite, la définition de la limite de un qui tend vers plus infini. Et pour le deuxième cas, il me suffit de multiplier par moins 1 et d'appliquer le premier point. Maintenant, quelques propriétés pour des suites qui tendent vers plus infini. Je me donne un une suite, et bien si j'ai un qui tend vers plus infini, bah, un elle est minorée, si un tend vers moins l'infini, elle est majorée. Donc comment est-ce qu'on va montrer ça? Si un tend vers plus infini, je prends grand A égale 0. Il va exister grand N en grand N tel que pour tout n supérieur ou égal à n, un est plus grand que 0. Je vais considérer l'ensemble E des U0, U1, etc., UN-1, 0, qui est un ensemble fini des réels. Il admet donc un minimum. Ça c'est facile à comprendre. Vous avez plein de réels, bah, il y en a forcément un qui est plus petit que les autres. Donc ce minimum, je vais l'appeler M. Donc si n est supérieur ou égal à grand N, bah, UN il est supérieur ou égal à 0, puisque bah, c'est ce qu'on a écrit ici. Et si n il est inférieur ou égal à n, bah, UN il appartient à E. C'est ce qui est écrit ici. Si n il est inférieur ou égal à grand N, un il appartient à E. Donc un il est supérieur ou égal à m par définition du minimum de E. Donc un, la suite un elle est minorée par le minimum de 0 et m. Et pour le deuxième point, il suffit de multiplier par moins 1 et c'est gagné. Maintenant, un autre résultat, si un est une suite qui converge vers un réel, eh bien un est borné. Donc une suite convergente est nécessairement bornée. Donc je vais prendre epsilon égale 1, qui est strictement plus grand que 1 dans la définition de la limite, bah, il va exister un certain n en grand N, tel que si je dépasse ce grand N, eh bien je vais avoir un moins L qui, en valeur absolue, est inférieur ou égal à 1. Et là, comment j'en déduis le bornage de un? Je vais écrire que la valeur absolue de un, c'est la valeur absolue de un plus L moins L. Plus exactement la valeur absolue de un moins L plus L. Et après, je vais utiliser l'inégalité triangulaire pour séparer ces deux valeurs absolues. Donc c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de un moins L, qui, donc on l'a dit, elle est inférieure ou égale à 1, plus la valeur absolue de L, donc c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de L plus 1. Donc ainsi, un, elle est bornée si n est supérieur ou égal à n, et si n est plus petit que n, et bien j'ai un nombre fini de valeurs. Je vais considérer l'ensemble valeur absolue de u0, valeur absolue de u1, etc., valeur absolue de un-1. Ces éléments, ils sont nombres finis, donc il admet un maximum, l'ensemble admet un maximum. Et si n est plus petit que grand n, en valeur absolue, n est plus petit
que m. Donc un en valeur absolue, il est inférieur ou égal à, pour tout m, il est inférieur ou égal au max de m et de la valeur absolue de L plus 1. Allez, donc poursuivons, on va montrer un théorème qui est très important, c'est l'unicité de la limite. Donc si un il converge vers une suite, il converge vers une valeur L, et bien cette valeur L, elle est unique. Donc ça se dit différemment. Enfin, donc si un c'est une suite qui converge à la fois vers L et vers L', et bien L égale L', donc ça veut dire que la limite d'une suite convergente est unique. Donc pour ça, on va raisonner par l'absurde, et donc on va supposer que L est différent de L'. Donc bon, ben, là, vous commencez à sentir quelque chose. L est différent de L', donc je vais utiliser peut-être la valeur absolue de L moins L', qui va être plus grand que 0, pour pouvoir utiliser cette valeur-là comme epsilon. Donc bon, on va se donner en l'occurrence valeur absolue de L moins L' divisé par 2. Donc j'utilise les définitions quantifiées de un qui tend vers L et un qui tend vers L'. Donc il existe un certain rang tel que si je dépasse N0, donc un certain rang N0 tel que si je le dépasse, un moins L est inférieur ou égal strictement à epsilon. Et donc j'ai la même chose. Il existe un certain N1 dans grand N tel que pour tout N supérieur ou égal à N1, un moins L' est strictement inférieur à epsilon. Donc là j'utilise des formulations qui sont strictes pour aboutir à une contradiction. Okay. Donc quand je parle de formulation stricte, c'est que je dis strictement inférieur ou égal à epsilon. Strictement inférieur à epsilon, pardon. Donc j'ai posé N2 le max de N0 et N1, bah, à partir de ce rang-là, j'ai les deux conditions qui sont vérifiées. Valeur absolue de un moins L inférieur strictement à epsilon et valeur absolue de un moins L' strictement inférieur ou égal à epsilon. Donc évidemment j'ai mis des inférieurs égal, mais c'est des inférieurs stricts. Donc pour parvenir à une contradiction, bah, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais écrire L moins L' en valeur absolue à partir d'une égalité triangulaire. L moins L', ça va être un moins L' moins un moins L. Donc là, si vous simplifiez tout ça, vous vérifiez effectivement que les un ils vont se compenser. Et moins L, je vais avoir L moins L' en valeur absolue. Donc tout ça, ça va être inférieur ou égal à un moins L plus un moins L'. Et ça va être strictement, du coup, strictement inférieur à 2 epsilon. Et 2 epsilon, c'est quoi? C'est L moins L'. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens valeur absolue de L moins L', strictement inférieur égal, strictement inférieur, décidément je ne vais pas y arriver, L moins L', strictement inférieur à lui-même. Bah, ça c'est absurde, puisqu'aucun nombre ne peut être strictement inférieur à lui-même. Donc c'est bien que L n'est pas différent de L', c'est-à-dire que L égale L'. Donc voilà pour cette démonstration de l'unicité de la limite. On va se faire un petit exercice sur l'm du produit. Donc je me donne un une suite qui tend vers 0 et vn une suite qui est bornée. Donc j'ai pas mis l'énoncé, au moins on est sûr de ne pas le comprendre. Donc un qui est une suite tendant vers 0 et vn une suite qui est bornée. Montrer que la suite un-vn converge vers 0. Donc Vn est borné, il existe m dans R plus étoile, tel que Un en valeur absolue est inférieur ou égal à m. Si m est plus grand que 0, eh bien je vais utiliser la définition quantifiée, je vais me donner epsilon dans R plus étoile, et donc il existe un certain rang n, tel que si je le dépasse, Un est inférieur ou égal à epsilon sur m. Mais du coup, il existe aussi n dans grand N tel que pour tout n supérieur ou égal à grand N, un moins Vn soit inférieur ou égal à valeur absolue de un fois valeur absolue de Vn, inférieur ou égal à epsilon sur m fois m, et donc il va juste me rester epsilon, et donc ça va bien me donner un-Vn qui tend vers 0. Et si m égale 0, et bien Vn, pour tout n, Vn égale 0, et donc un-Vn, bah, ça va bien être égal à 0 qui tend vers 0. Donc on va voir un autre théorème qui s'appelle le théorème du passage à la limite dans les inégalités larges, qui est au programme de lycée. Donc si je me donne un et vn de suite qui convergent respectivement vers L et L', qui sont deux réels finis, tel qu'à partir d'un certain rang, un est inférieur ou égal à vn, alors L est inférieur ou égal à L'. Donc je vous laisse essayer de deviner le début de la démonstration, essayez de le faire vous-même. On contrapose en fait, et on va supposer que L est plus grand que L', et quel choix va-t-on prendre pour epsilon à votre avis? Je vous laisse, si vous n'avez pas réussi à débuter, à essayer de faire la démonstration de votre côté. Donc on va prendre epsilon égale S moins L' sur 2, qui est positif strictement, puisque L est plus grand que L'. Et on va écrire les définitions quantifiées strictes de un qui tend vers L et Vn qui tend vers L' avec epsilon.
Donc un qui tend vers 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un certain rang tel que si je le dépasse, un est plus grand que L moins epsilon, qui est égal du coup à L plus L' sur 2. Et Vn qui tend vers 0, ça veut dire qu'il existe un certain rang n1, tel que si je le dépasse, Vn est inférieur strict à L' plus epsilon, c'est-à-dire qui est égal à L plus L' sur 2. Donc je n'ai mis que les parties des inégalités qui m'intéressent. Donc si je regarde à partir du rang n2 qui est n2 qui est égal au max de n0 n1, bah j'ai quoi? J'ai que un il est plus grand que L plus L' sur 2, qui est plus grand que Vn, et donc au final j'ai un strictement supérieur à Vn, qui est du coup qu'est-ce que j'ai montré? J'ai montré que si L est strictement plus grand que L', eh bien un est strictement plus grand que Vn, ce qui est exactement la contraposée du théorème que je voulais montrer, donc j'ai montré mon théorème. Maintenant, on va montrer le théorème des gendarmes, qui est en fait très simple à montrer. Donc si j'ai AN, BN de suite qui convergent vers un certain réel L, une limite finie, et que je me donne UN une suite telle qu'à partir d'un certain rang, UN est coincé entre AN et BN, et bien UN elle converge et elle va converger vers L. Donc pourquoi ça s'appelle le théorème des gendarmes? En fait, si vous avez deux voitures de gendarmerie qui encadrent une voiture, et bien si les deux voitures vont à la gendarmerie, la voiture qui est au milieu, elle est obligée de les suivre. Donc voilà, c'est de là que ça vient. Ça s'appelle aussi le théorème du sandwich, mais on préfère la version des gendarmes. Donc voilà, on va essayer de montrer le théorème. Je me donne l'epsilon de R plus étoile. Je traduis les limites par des définitions quantifiées. Il existe des rangs n0, n1 tels que si je dépasse n0, je vais avoir L moins epsilon inférieur ou égal à AN, et Bn inférieur ou égal à L plus epsilon. Donc, de plus, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'hypothèse qu'à partir d'un certain rang, un il est coincé entre AN et Bn. Donc je vais appeler n2 ce rang. Voilà, tel que j'ai ça. Maintenant, évidemment, je vais regarder le rang maximum. Pourquoi? Parce que comme ça, j'ai toutes les inégalités qui sont vérifiées. Qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir AN qui est plus grand que L moins epsilon, UN est plus grand que AN, mais UN est plus petit que BN, et Bn est lui-même plus petit que L plus epsilon. Donc au final, qu'est-ce que j'ai si j'enlève AN et Bn, qui m'ont servi que d'intermédiaire pour le moment? Eh bien j'ai que UN il est coincé entre L moins epsilon et L plus epsilon, et donc ça veut dire que UN il tend vers L. Maintenant, une nouvelle propriété, donc ça c'est ce qu'on va admettre, c'est que tout ensemble non vide et majoré de R, il admet une borne supérieure, qui est ce qu'on appelle le plus petit de ses majorants, et tout ensemble non vide et minoré de R admet une borne inférieure, qui est définie comme le plus grand de ses minorants. Donc en fait ça va être les meilleurs, entre guillemets, majorants et les meilleurs minorants. Donc on va montrer la suite du théorème de la limite monotone. Si je me donne UN une suite à valeur réelle croissante, si UN elle est croissante et majorée, elle va converger vers sa borne supérieure. Donc attention, c'est pas nécessairement du coup la valeur qui la majore, elle va pas converger vers la valeur qui la majore nécessairement, parce que la valeur qui la majore, elle peut avoir du gras par rapport à la borne supérieure. Si vous êtes majoré, je sais pas, si votre valeur votre borne supérieure c'est 14, vous pouvez être majoré par 16 et vous n'allez pas converger vers 16 mais vers 14. Maintenant vous avez la même forme du théorème avec UN décroissante minorée. Je vais montrer que le premier point. Je pose l'ensemble E, donc des valeurs de UN, c'est un ensemble qui est non vide et majoré, il admet une borne supérieure par cette propriété là. Je vais me donner epsilon R plus étoile. L moins epsilon, il est par définition pas un majorant de E, donc il va exister un certain rang n0, tel que UN0 est supérieur strictement à L moins epsilon. Mais UN elle est croissante, donc si je dépasse n0, UN va être plus grand que UN0, qui est, je le rappelle, plus grand strictement que L moins epsilon. Or, L est un majorant de E, donc UN est inférieur ou égal à L. Et donc, si je dépasse n0, je vais avoir UN qui est coincé entre L moins epsilon et L, de sorte qu'en valeur absolue, je vais avoir L moins UN qui est plus grand que 0, mais qui est plus petit que epsilon.
Donc je vais avoir en fait un moins L en valeur absolue qui est plus petit que epsilon, ce qui montre bien le résultat. Je suis passé vite sur la valeur absolue, mais en fait ce que ça veut dire ici c'est que comme j'ai montré que L moins UN est supérieur ou égal à 0, la valeur absolue du coup de UN moins L ça va être L moins UN, or cette valeur absolue là elle est inférieure à epsilon, donc au final j'ai bien ce que je voulais. Allez, faisons une petite pause, on va se faire deux exos, donc on va se donner une suite de la sinusoïdale, un égale sin n sur n, et donc avant on doit montrer un certain lemme, et après on s'intéresse aux suites arithmético-géométriques. Donc voilà, je vous laisse mettre sur pause, chercher par vous-même, et je vais passer à la correction du problème. Allez, donc on corrige le premier exercice, on se donne un et Vn de suite tel que la valeur absolue de Vn est inférieure ou égale à Vn, et on suppose que Vn tend vers 0. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 0 inférieur ou égal à la valeur absolue de un inférieur ou égal à Vn. Et bon bah du coup on va utiliser le théorème des gendarmes. Le membre de droite il tend vers 0, le membre de gauche tend vers 0, donc la valeur absolue du n tend vers 0. Et ça, on constate que le fait que la suite des valeurs absolues de un qui tend vers 0, ça équivaut, enfin ça implique, mais même ça équivaut je pense, au fait que un tend vers 0. Donc on va montrer l'implication. La valeur absolue de un tend vers 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout epsilon dans R plus étoile, il existe n0 dans grand N, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, la valeur absolue de la valeur absolue de un soit inférieure ou égale à epsilon. Or la valeur absolue de la valeur absolue, c'est la valeur absolue. Donc ça implique, et même ça équivaut, mais bon, le sens réciproque, on ne l'utilise pas dans cet exercice. Donc c'est exactement le fait que un tend vers 0. Maintenant, on va appliquer ça à sinus de n sur n, c'est cette suite-là. Pour tout n dans n, sinus de n sur n en valeur absolue, c'est inférieur ou égal à 1 sur n, vu que la valeur absolue du sinus est inférieure ou égale à 1. Mais 1 sur n, ça tend vers 0 pour n qui tend vers plus infini, donc la valeur absolue de sin n sur n va converger et va tendre vers 0 d'après le lemme. Maintenant, exercice suivant, on va poser la fonction f qui a x va associer à x plus b, la résolution de f de x égale à x va donner x égale à x plus b, donc ça va donner x facteur de 1 moins a égale à b, et comme a est différent de 1, x égale moins b sur 1 moins a. X égale b sur 1 moins a, pardon. J'ai posé m égale b sur 1 moins a, vn égale un moins m, donc en fait je vais définir une suite arithmétique à partir de un, et je vais l'appeler vn. Enfin non, je dis n'importe quoi. Je vais retrancher m à un, et en fait je vais me rendre compte que c'est une suite qui est géométrique et pas arithmétique. Donc je prends n dans grand N, vn plus 1 ça va être quoi? Par définition ça va être un plus 1 moins m. un plus 1, je balance la définition, ça va être aun plus b, moins b sur 1 moins a. Donc ensuite je factorise par b, ça va être aun plus b facteur de 1 moins 1 sur 1 moins a. Donc ensuite je mets sous le même dénominateur, ça va être 1 moins a moins 1 sur 1 moins a, ça va donner moins ab sur 1 moins a. Donc ça va me donner a facteur de un moins b sur 1 moins a. Donc au final ça va me donner un moins m. Donc je récupère quoi? Un moins m c'est quoi? C'est vn. Donc j'ai vn plus 1 égale a fois vn. Donc vn c'est une suite qui est géométrique de raison a. Et donc d'après le cours sur les suites, qui en fait ce cours-là, tout simplement, et bien Vn, je peux l'écrire sous la forme a puissance n fois V0. V0, c'est quoi? C'est U0 moins m. Donc et ensuite je remplace la définition de Vm, ça va être Un moins m. Donc j'ai Un moins m égale a puissance n fois U0 moins m, et ensuite j'ajoute m, et j'ai donc Un égale a puissance n facteur de U0 moins m plus m. Et comme a n tend vers 0, puisque a il est en valeur absolue strictement plus petit que 1, et bien un il va converger vers m, et je vais avoir que la limite pour n qui tend vers plus infini de un c'est égal à m. M, je rappelle que c'est b sur 1 moins a. Maintenant, troisième question, bon je fais mes calculs, je vous laisse constater ce que j'ai fait. Voilà. Et en fait, par récurrence, on va montrer que un, donc pour tout n, un va être égal à a puissance n u0 plus la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1 des a puissance k b. Donc l'initialisation, elle a été faite. L'hérédité, bon, on va supposer que l'expression de un, elle est valide. Un plus 1, ça va être égal à un plus b. Donc un plus 1, enfin un pardon, par récurrence, enfin par hypothèse de récurrence, ça va être égal à a puissance n u0 plus la somme des a k b. A puissance kb. Donc bon, après je développe, ça va me donner du a puissance n plus 1 u0, plus la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1 des a puissance k plus 1 b.
Donc en fait, je vais faire ce qu'on appelle un changement de variable. Donc en fait, je vais soustraire 1 ici et ajouter 1 dans la somme. Et vous allez voir qu'en fait, vous avez exactement les mêmes termes, puisque là, ici, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir là, si je prends le premier terme pour k égale 0, ça va me donner du a fois b. Après, je vais avoir du a carré fois b, etc. Et donc là, si vous regardez, le premier terme de la somme, ça va être quoi? Ça va être a fois b, plus a carré fois b, etc. Et donc bon, ma somme c'est bien, mais j'aimerais qu'elle commence à 0 pour pouvoir utiliser eh bien, la somme des premiers termes d'une suite géométrique de raison A. Donc je vais ajouter le terme pour k égale 0, et je vais retrancher le terme k égale 0. Comme ça, dans ma somme, j'ai tous les termes qu'il me faut. Et le moins b, bah, c'est simple, j'ai qu'à le simplifier avec le plus b ici. Donc au final, je me retrouve avec a puissance n plus 1 u0, plus la somme du coup des a puissance k b pour k allant de 0 jusqu'à n. Donc bon, j'ai parlé des sommes des premiers termes d'une suite géométrique. J'étais un peu en avance, mais en fait là l'idée c'est surtout de récupérer cette forme là pour récupérer la récurrence, quoi, l'hérédité. Donc voilà, mais ce que j'ai dit ne tombe pas à la poubelle. La somme pour k allant de 1 jusqu'à n des a puissance k, il va falloir la calculer. Bon, j'ai dit la somme pour k allant de 1 jusqu'à n, c'est plutôt la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1, cette somme-là. Donc un c'est ça, la somme du coup pour k allant de 0 jusqu'à n-1 des a puissance k, ça va me donner la somme du coup pour k allant de 0 jusqu'à n des a puissance k moins 1. Et au final, je vais avoir a puissance n 0 u0 plus b fois la somme du coup des a moins a puissance n sur a moins a. Et ensuite, j'utilise le fait que a puissance n va tendre vers 0 parce que, je l'ai déjà dit, parce que a en valeur absolue est inférieur à 1, pour obtenir, inférieur strictement à 1, pour obtenir que un tend vers b sur a moins a, donc j'ai prouvé mon résultat d'une autre manière. Donc vous voyez, en classe préparatoire, vous pouvez prouver un résultat de deux manières différentes, avec deux approches. Donc la première approche, ça va être une approche à partir d'une suite où on va en fait tuer le fait que la suite UN elle est arithmético-géométrique, et également une autre approche où on va calculer les premiers termes, pifométrer, donner au pif une expression par récurrence, une expression de UN qu'on va démontrer par récurrence, et ensuite à partir de cette expression qu'on a eue, eh bien, on va faire tendre n vers plus infini et obtenir exactement le même résultat. Donc voilà, deux démarches qui sont équivalentes, et pourtant les deux donnent le bon résultat. Allez, on se fait un autre exercice, un exercice qui est difficile. Je considère UN la suite définie par 1 plus 1 sur n à la puissance n pour n plus grand strictement, enfin n supérieur ou égal à 1, puisque si n égale 0, je divise par 0, c'est pas top. Donc en première question, on va montrer l'inégalité de Bernoulli. Il faut en déduire que la suite UN est croissante. Il faut en montrer un certain truc avec des factoriels qui vont apparaître. Justifier qu'une suite converge et en déduire qu'une autre suite converge, et en utilisant ensuite une inégalité, il faut en déduire que UN est majoré et conclure sur la suite UN. Alors allons-y, on va démontrer cette inégalité de Bernoulli. Donc on peut le faire par récurrence, mais moi ce que je choisis de faire, c'est d'utiliser le binôme de Newton. Donc 1 plus x le tout à la puissance n, ça va être la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des k parmi n des x puissance k fois 1 puissance n moins k, mais le 1 puissance n moins k il va disparaître du coup. Donc au final ça va donner quoi? Ça va donner 1 plus nx plus n fois n moins 1 sur 2 x carré plus etc. plus x puissance n. Si x est supérieur ou égal à 0, le membre de gauche il est supérieur à 1 plus nx. Maintenant si x il est dans moins 1, 0, eh bien n il va être plus grand que 1 plus 1 plus x plus etc. plus 1 plus x le tout à la puissance n-1. Mais le membre de droite, du coup, ça va être égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1 des 1 plus x le tout à la puissance k. Et donc ça va valoir quoi? Ça va valoir 1 moins 1 plus x le tout à la puissance n sur 1
1 moins 1 plus x, donc il va rester moins x au dénominateur. Donc n il va être plus grand strictement que 1 moins 1 plus x de tout à la puissance n sur moins x. Je multiplie par moins x qui est du coup positif parce que j'ai supposé que x était négatif. Donc je vais avoir moins nx strictement plus grand que 1 moins 1 plus x de tout à la puissance n. Donc 1 plus x de tout à la puissance n il est plus grand que 1 plus nx. Donc c'était exactement ce que je voulais. Donc dans tous les cas, j'ai bien montré l'inégalité de Bernoulli. Maintenant, la suite UN elle est à valeur strictement positive, donc pour montrer que la suite elle est croissante, il faut montrer que le quotient de deux termes consécutifs il est plus grand que 1. Donc je fais UN plus 1 sur UN, ça va me donner 1 plus 1 sur n plus 1 le tout à la puissance n plus 1 sur 1 plus 1 sur n le tout à la puissance n. Ça va me donner du coup, après je mets sous même dénominateur, n plus 2 à la puissance n plus 1 sur n plus 1 le tout à la puissance n plus 1 sur n plus 1 puissance n sur n puissance n. Après, bon, A sur B fois, A sur B pardon, sur C sur D, ça va me donner A sur B fois D sur C. Donc au final, il va me rester du N. Après, je fais des paquets, donc ça va en fait, ça va faire N plus 2 sur N plus 1 sur N plus 1 à la puissance N plus 1 fois N puissance N sur N plus 1 à la puissance N. Ensuite, tout ce qui va être des puissances de N, je vais les grouper ensemble. Je vais avoir du N fois N plus 2 à la puissance N. Il va me rester, attention, du N plus 2 une fois. Et en bas, je vais avoir du n plus 1 au carré. Il va me rester facteur du coup de 1 plus 1 sur n plus 1. Après, je mets sous même dénominateur, il va me rester du n plus 2 sur n plus 1. Maintenant, pour faire intervenir l'inégalité de Bernoulli, il faut transformer le membre à la puissance n, que j'ai là, sous la forme 1 plus x avec x supérieur ou égal à moins 1. Donc, je vais écrire n fois n plus 2 en fonction de n plus 1 au carré. N fois n plus 2, c'est quoi? C'est n carré plus 2, donc c'est n plus 1 au carré moins 1. Comme ça, je fais apparaître du coup le début de n plus 1 au carré et je retranche un terme constant. Donc au final, un plus 1 sur un, en remplaçant, ça va me donner quoi? Ça va me donner 1 moins 1 sur n plus 1 au carré, le tout à la puissance n, fois du coup n plus 2 sur n plus 1. Je vais poser x égale moins 1 sur n plus 1 au carré et appliquer l'inégalité de Bernoulli. Je vais avoir 1 plus x puissance n supérieur ou égal à 1 plus nx, ça donne 1 moins 1 sur n plus 1 au carré puissance n supérieur ou égal à 1 moins n sur n plus 1 au carré. Ça va me donner quoi? Ça va me donner, après si je mets sous même dénominateur, n carré plus n plus 1 le tout au carré, moins n sur n plus 1 le tout au carré. Ça va me donner n carré plus n plus 1 sur n plus 1 au carré. Et au final, qu'est-ce que je dois faire pour conclure? Je dois montrer que n carré plus n plus 1 sur n plus 1 au carré est supérieur ou égal à l'inverse de ça, c'est-à-dire n plus 1 sur n plus 2. Et ça c'est facile parce que après si je multiplie par n plus 2 et n plus 1 au carré, et je vais devoir montrer que n carré plus n plus 1 fois n plus 2, c'est supérieur ou égal à n plus 1 au cube. Et ça, en fait, c'est facile, il vous suffit juste de développer et vous allez tomber sur quelque chose de très simple. Donc un plus 1 sur un est plus grand que 1, et donc un, elle est croissante. Maintenant, je vais appliquer le binôme de Newton. Un, c'est 1 plus 1 sur n le tout à la puissance n. J'applique mon binôme de Newton, ça va me donner la somme pour k allant de 0 jusqu'à n, des k parmi n, 1 sur n à la puissance k. Pour tout n dans n et k compris entre 0 et n, k parmi n fois 1 sur n puissance k, ça va me donner quoi? Je remplace ces coefficients binomiaux, ça va me donner n factoriel sur n moins k factoriel, fois 1 sur k factoriel, enfin j'ai un k factoriel ici, fois 1 sur n moins k, 1 sur n puissance k. Donc n factoriel sur n moins k factoriel, je vais simplifier, qu'est-ce que ça va faire? Ça va donner au final n fois, il va me rester les termes n fois n moins 1, etc. fois du coup n moins k plus 1, et en bas il va me rester du n puissance k et du 1 sur k factoriel. En fait là ici ce terme là, n fois n moins 1, etc. ça va être n factoriel sur n moins k factoriel. Donc maintenant je vais regarder ces facteurs là, les n-i sur n. Tous ces facteurs là pour i se baladant entre 0 et k-1, ces facteurs là ils vont être inférieurs à 1, donc même s'il reste positif, attention, donc je peux par produit obtenir que k parmi n des 1 sur n puissance k il est inférieur ou égal à 1 sur k factoriel, et je peux sommer cette inégalité pour avoir que la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des k parmi n 1 sur n puissance k il est inférieur ou égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des 1 sur k factoriel. Maintenant k factoriel il est plus grand que 2 à la puissance k-1,
puisque k factoriel c'est quoi? Ça va être 2 fois 3 fois 4 fois, etc. jusqu'à k, mais à chaque fois tous ces termes-là ils sont plus grands que 2, donc au final je vais avoir à chaque fois des choses qui sont plus grands que 2 et je vais les multiplier. Donc je vais avoir k factoriel qui est supérieur ou égal à 2 puissance k moins 1. J'en prends l'inverse, 1 sur k factoriel est inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance k moins 1. Maintenant la somme, je vais sortir les termes k égale 0 et k égale 1, il va me rester 2 plus la somme pour k allant de 2 jusqu'à n des 1 sur k factoriel. Et donc j'obtiens que c'est inférieur ou égal à 2 plus la somme pour k allant de 2 jusqu'à n des 1 sur 2 puissance k moins 1. J'ai transformé le 1 sur k factoriel en 1 sur 2 puissance k moins 1 en utilisant l'inégalité ici que j'ai sommée. Ensuite je fais un changement de variable pour avoir du 1 sur 2 à la puissance j. Et vous voyez que ma somme elle commence à 1, en fait je voudrais qu'elle commence à 0, donc je vais ajouter un terme et le retrancher pour avoir les termes, pour la somme pour j allant de 0 jusqu'à n-1 et un terme constant dont je vais me débarrasser. Donc voilà, c'est ce que je dis. J'ajoute le terme j égale 0 qui vaut 1 et je le retranche. Et au final, j'utilise ma formule. Ça va être du coup la somme pour j allant de 0 jusqu'à n-1 des 1 sur 2 puissance j. Ça va être 1 moins 1 demi à la puissance n sur 1 moins 1 demi. Et il reste le moins 1 ici. Je factorise, 1 moins 1 demi là au dénominateur, ça va faire 1 demi, mais comme c'est au dénominateur, ça va faire x2. Donc il va me rester 2 fois 1 moins 1 sur 2 puissance n. Le membre de droite, il va tendre vers 1 du coup, puisque je vais avoir, ça tend vers 0, ça tend vers 2, et ça tend vers moins 1, donc je vais avoir 2 moins 1 qui vaut 1. Donc le membre de gauche, il va converger, ce membre-là, la somme, cette somme-là, elle va converger. Et donc au final, en passant à la limite, donc il n'y a pas de notion d'inégalité, j'en déduis que la somme pour j allant de 1 jusqu'à n-1 sur 1 sur 2 puissance j, des 1 sur 2 puissance j, si je fais tendre n vers plus infini, ça va tendre vers 1. Donc au final, qu'est-ce que j'ai montré? J'ai montré que un, qui était cette somme-là, elle est inférieure ou égale à la somme des 1 sur k factoriel, qui est elle-même inférieure ou égale à la somme des 1 sur k factoriel pour n qui tend vers plus infini, qui est elle-même plus petit que 2 plus cette limite-là dont je viens de montrer qu'elle vaut 1. J'ai montré que un est inférieur ou égal à 3. Un, c'est une suite qui est majorée par 3, qui est croissante majorée, on a montré qu'elle est croissante en plus, donc elle est croissante et majorée, elle converge. Et en fait, on pourrait montrer qu'elle converge vers E, où E, c'est la valeur de l'exponentielle en 1. Voilà, c'est fini pour cette 4e leçon, donc il y en aura 7 autres, donc n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like et à mettre la cloche, ça me donne beaucoup de force. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à consulter la playlist de ce cours, comme ça tu verras tous les cours et tu pourras te préparer au mieux à cette entrée en classe prépa. Donc voilà, j'espère te retrouver prochainement pour la suite du cours. Salut!